bien sûr. Comme rien n'est jamais facile. La lutte contre le terrorisme est une lutte de longue haleine. Elle ne sera pas facile. Je crois que le chef de l'État lui-même a appelé, c'est pas aujourd'hui, depuis plusieurs mois, a appelé à l'union sacrée autour du Mali. Parce que l'ennemi commun n'a qu'un seul objectif, c'est de détruire notre modèle de vie, c'est de détruire la paix et la quiétude, c'est de détruire notre civilisation. Et face à cela, il n'y a pas d'autre recette miracle que l'union de toutes les énergies qui composent le Mali. Est-ce que ces attaques, ces attaques spontanées, souvent même coordonnées, est-ce que complexe, est-ce que qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce qu'on est en train de perdre la main sur un peu le volet sécuritaire, ou il y a eu des failles dans le dispositif sécuritaire, Comment il faut lire et comprendre ces attaques à répétition? Non, au contraire, c'est le chant du cygne. Vous savez, lorsque le cygne embrasse ses derniers jours, il chante lamentablement. C'est le chant du cygne. Je voudrais quand même rendre hommage à ces civils qui ont perdu la vie à Sévaré, rendre un hommage particulier à ces officiers qui ont perdu la vie suite au crash de l'hélicoptère. Oui. On a compris que le pilote s'est battu jusqu'aux derniers instants pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes au sol. Et quand on regarde un peu l'itinéraire, on se rend compte qu'il se dirigeait vers le fleuve pour faire moins de dégâts. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes au sol. Et cet officier a perdu la vie. La nation lui doit les hommages. Et c'est un héros. C'est un héros. Et nous nous inclinons pieusement devant sa mémoire. Par rapport à l'attaque de Sévaré, oui, ça confirme la montée en puissance de l'armée malienne. Les objectifs militaires des terroristes n'ont pas été atteints parce que c'était de détruire complètement l'aéroport, de détruire les aéronefs et de faire un spectacle. Il y a eu des morts que nous déplorons et nous prions pour le repos de leur âme. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés et nous saluons les autorités au plus haut niveau. Nous saluons les autorités au niveau de Mopti, notamment le colonel Abbas Koké Dambélé, et l'élan de solidarité des populations de Mopti et environnants qui tout de suite se sont mobilisés. Et ces attaques sordides qui quand même révèlent la perte en puissance des groupes terroristes, parce que l'attentat kamikaze relève du désespoir. Lorsque vous êtes désespéré et que oui, mais sauf que les terroristes ont toujours évolué, ont toujours opéré comme ça en kamikaze. Oui, mais c'est pour ça qu'on parle de guerre asymétrique. Au cours de ces dernières années, c'était pas très fréquent. Les terroristes prenaient le contrôle de nos bases militaires. Ils emportaient nos armes. Ils tuaient nos militaires. Aujourd'hui, on constate que l'armée malienne dispose de capacités que personne n'avait présagées il y a quelques années. Donc, le mode opératoire, c'est quand même, comme le chef d'état-major lui-même l'a indiqué, c'est leur dernier recours. L'attentat kamikaze pour un terroriste, c'est le dernier recours. Et on sait très bien que nos drones TB2, les avions de combat que le Mali a acquis, sont aujourd'hui en train de faire mal. Et c'est pourquoi c'était une attaque coordonnée, savamment planifiée. C'est des véhicules pick-up piégés, bourrés d'explosifs, des camions citernes qu'on a envoyés à l'assaut de l'aéroport. Heureusement que les officiers supérieurs sur place ont tout de suite pris l'initiative. Et nous saluons leur initiative, nous saluons leur engagement. Nous saluons surtout leur promptitude à agir. Oui, maintenant par rapport au renseignement, avant même que l'opération ne se passe sur le terrain concrètement, on suppose qu'il y a des préalables. Qu'est-ce que le renseignement a pu constater? Est-ce que le renseignement, à ce niveau-là, a pu voir, c'est-à-dire cette cohorte de djihadistes qui cherchait à faire mal l'opposition déploiement de forces armées maliennes? Je vais être sans embâche, sans langue de bois. Si les services de renseignement n'étaient pas professionnels, n'avaient pas pris l'ensemble des dispositions, je crois qu'on aurait eu plus que ce qui s'est passé.
Parce que, vous savez, depuis un certain temps, le Mali a vraiment travaillé sur ce plan des renseignements, que ce soit au niveau de l'Agence nationale de la sécurité d'État ou du renseignement militaire. C'est dirigé par des professionnels et le renseignement a été très utile, très important, en tout cas dans les actions qui ont permis de contrer ou de minimiser, de faire en sorte que l'objectif militaire de ces terroristes ne soit pas atteint. Oui, et l'armée, hein, on dit que c'est la grande miette, mais souvent on constate sur souvent quelques soutiens à la transition qui, à chaque fois, lors d'acquisition de nouveaux matériels de l'armée, pratiquement informent, souvent et à coup de publicité. Est-ce que l'armée a besoin de ça? Parce que généralement, on dit que l'armée, c'est la grande guerre. Parce que quand on informe sur nos capacités opérationnelles, sur le matériel dont nous disposons, est-ce qu'on n'informe pas en même temps, c'est-à-dire ces terroristes, des moyens dont nous disposons? C'est une façon de lire, c'est une façon de lire. Mais moi, je vais vous rassurer que, en tout cas, 10%, peut-être si le matériel présenté n'est que 10% des capacités, des acquisitions de l'armée malienne. Je vous assure que toutes les capacités, toutes les acquisitions de l'armée malienne n'ont pas été exposées. Pour des besoins de communication, quelques hélicoptères, quelques avions Sukhoi et quelques blindés ont été ont été présentés au peuple malien qui est en droit de savoir quoi on achète pour lui, mais le reste du matériel, le matériel stratégique reste vraiment dans un secret que seuls les professionnels. D'accord. Est-ce qu'on peut dire avec vous que ces attaques, on a vu l'offensive djihadiste a été déjouée, Bien sûr. Heureusement, est-ce que ça prouve pour vous et ça montre clairement que l'armée aujourd'hui est en puissance? Mais bien sûr, il y a quelques années, ça aurait été pire que ce que nous avons vécu il y a quelques années. On se rappelle bien sûr de Sumpi, on se rappelle de Boulikessi, on se rappelle de Nampala, on se rappelle de Djoura, où des bases militaires ont été complètement décimées. Mais aujourd'hui, grâce à l'effort du peuple malien, grâce à l'engagement des plus hautes autorités, grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité, le Mali arrive à assurer la défense de ces installations, et c'est le préalable à la défense de l'ensemble du territoire national. En tout cas, pour vous dire que les terroristes ne l'emporteront pas sur nous. Ça, c'est une évidence. Nous sommes un grand peuple, nous sommes une grande nation, très résiliente, qui a fait face à pire que ça dans notre histoire et qui aujourd'hui fait face à cet adversaire soutenu par des parrains, qui a certainement des parrains. Mais nous serons là et la nation fera face à cette horde djihadiste. Oui, et d'autres sources disent que dans cette intervention, que la MINUSMA serait intervenue. Le contingent, on parle justement du contingent sénégalais. C'est vrai que le chef d'état-major des armées rejette cette affirmation, cette information, et dit que l'armée agit, je cite, en toute autonomie. Les FAMA. C'est évident, c'est une vérité incontestable. Nous avons pu procéder à des recoupements, nous avons appelé des connaissances, des témoins oculaires de ces attaques-là, qui nous ont effectivement confirmé que l'armée malienne agit. Bon, ceux qui estiment que la MINUSMA a permis de déjouer, que c'est dû à l'action de la MINUSMA, ne connaissent pas la MINUSMA. La MINUSMA dispose, en tout cas dans ses bases, de bunkers. Un bunker, c'est un lieu où on se réfugie, où on se protège. Donc des gens qui ont des bunkers, ne sont pas là pour se battre. Ils ne sont pas forcément là pour se battre. Oui, mais quand ils sont agressés, en tout cas, ils peuvent agir en légitime défense. Bien sûr, les bases de la MINUSMA ont fait objet de plusieurs attaques, que ce soit à Tessalit, que ce soit à Aguelok ou un peu partout sur le territoire national. En tout cas, les forces de défense et de sécurité, notamment les hauts responsables militaires présents à Sévaré, qui est quand même une plaque tournante des opérations dans le centre et dans le nord de l'armée malienne, qui est un point stratégique pour le Mali. Ils ont pris des initiatives, ils ont été à l'initiative
en coordination avec les services de l'intelligence malienne, les services de renseignement. Ils ont suivi pas à pas ces terroristes. Et ils sont arrivés, ils ont pu déjouer, en tout cas même s'il y a eu quelques morts. Oui. L'objectif militaire de ces attaques à Sévaré était de prendre le contrôle de l'aéroport, de détruire toutes les installations, notamment nos aéronefs que nous avons durement acquis. Et c'est pour dire que le professionnalisme de l'armée est aujourd'hui c'est sur la place publique. C'est aujourd'hui une réalité vivante. On peut toucher ça du doigt aujourd'hui. C'est une preuve. Il y a quelques années, les gens ont chanté le chaos. On a prédit le chaos au Sahel. On a dit avec le départ des forces de Barkhane, c'est le chaos au Sahel. Aujourd'hui, le Mali, tout seul, avec l'argent du contribuable malien, arrive à faire face à cela. Ces attaques, ces attentats sont des épreuves. Ce sont des épreuves que nous devons surmonter. On ne peut pas surmonter ces épreuves sans que l'union nationale, l'union de tous les Maliens soit réalisée. L'union sacrée autour du Mali, autour de notre armée commune, autour des institutions, des organes de la transition, autour de l'essentiel qui est notre dignité, notre territoire, notre modèle de vie, notre civilisation. Sans cela, ça va être extrêmement difficile. Ok, c'est des soutiens à la transition, demande le départ de la MINUSMA. Il y a un rassemblement est prévu vendredi au Palais de la Culture pour demander le départ de la MINUSMA. Est-ce que pour vous, le départ de la MINUSMA, qu'est-ce que ça va changer à la donne sécuritaire? Nous l'avons toujours dit que les missions, les objectifs de une mission de maintien de la paix n'a pas vocation à s'éterniser dans un pays. La MINUSMA a peut-être agi sur le plan social, a apporté quelque chose, mais sur le plan sécuritaire, les résultats ne sont pas au rendez-vous, ce qui fait que nous sommes en droit de nous interroger, le peuple malien ou une composante du peuple malien est en droit de s'interroger légitimement sur l'efficacité de cette mission, sur même son maintien. Mais ceci dit, j'ai toujours indiqué que les autorités de notre pays sont assez responsables, sont suffisamment responsables, disposent d'informations dont nous ne disposons pas, vous et moi. Et ces autorités, si elles jugent que la MINUSMA doit partir, la MINUSMA va se plier à cela. C'est une évidence. Donc les autorités, la décision des autorités sera forcément la décision de notre peuple. Pourquoi on ne laisse pas les autorités agir au lieu de... C'est la démocratie. C'est la démocratie. Vous, demain, vous pouvez vous mettre dans la rue pour dire que vous souhaitez le maintien de la MINUSMA. D'autres peuvent dire on ne veut pas de la MINUSMA. D'autres peuvent demander qu'on baisse le prix du carburant. D'autres peuvent demander qu'on augmente le prix du pain. C'est leur droit. C'est leur droit, c'est la démocratie. Et tout le monde a le droit de s'exprimer librement par rapport au sujet de son choix dans un contexte de démocratie, même si nous sommes en transition. La démocratie n'a pas été mise en berne. Nous sommes toujours dans un état démocratique, dans un contexte de transition, où il y a certes des difficultés, mais la liberté d'expression, la liberté de prendre position est une liberté garantie par la Constitution et garantie par l'ensemble des lois pertinentes de notre pays. D'accord. Parlons maintenant du crash d'avion, de l'hélicoptère à Messabougou, ici à Bamako. Là aussi, est-ce qu'on peut savoir les raisons de ce crash? C'est une panne technique. C'est une panne technique qui est à l'origine de ce crash. Cet hélicoptère... Vous tirez cette information d'où? Bon, je vous dis, c'est une panne technique. Et parce qu'il n'y a pas eu d'information concernant... Non, c'est une panne technique. L'appareil n'a pas été abattu, l'appareil n'a pas été touché. C'est une panne technique. Vous pouvez vous rapprocher de l'état-major, surtout de l'armée de l'air. Il n'y a pas eu de communiqué, parce qu'à pareille circonstance, ils vous diront. Vous savez, les crashs d'hélicoptères, c'est souvent des accidents. John Garang, héros de la lutte pour l'indépendance du Sud-Soudan, est mort dans un accident d'hélicoptère. Kobe Bryant, le célèbre basketteur américain, est mort
dans un accident d'hélicoptère. Il y a quelques années, on n'avait pas suffisamment d'hélicoptères ou d'aéronefs pour parler de crash. Aujourd'hui, nous en disposons, en tout cas en conséquence, et c'était une panne technique. L'hélicoptère venait de mission d'approvisionnement, dans le secteur de Nara, et c'est une panne technique qui est à l'origine de ce crash. Ce sont des épreuves qui arrivent. Qu'est-ce qu'il en est de la qualité peut-être de l'appareil, par exemple? Est-ce que c'est un appareil qui répond aux normes? Mais bien sûr, sinon l'appareil ne serait pas utilisé. Vous savez, faites un tour à l'armée de l'air. Comparez l'armée de l'air du Mali sous la transition et l'armée de l'air il y a 2 ans. Ne serait-ce que par les photos, ne serait-ce que par les bureaux, vous constatez qu'il y a un changement radical. L'armée de l'air dispose de techniciens, de maintenanciers, et l'ensemble de nos appareils font objet de maintenance périodique. Donc, une panne technique peut surgir. Un véhicule neuf que vous achetez chez un concessionnaire, au bout de 2 semaines, peut avoir une panne technique. L'exemple le plus frappant, Volkswagen a rappelé des dizaines de milliers de véhicules des États-Unis. Toyota a rappelé des dizaines de milliers de véhicules du marché américain. Donc, les pannes techniques, on ne peut pas forcément les apercevoir. C'est un accident comme son nom l'indique, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas. En tout cas, sur votre plateau ici, je profite de votre micro pour rendre hommage au pilote. Il s'est battu jusqu'au dernier instant pour préserver des vies. Il s'est dirigé vers le fleuve. Est-ce que des hommages sont prévus? Je crois que l'armée de l'air et l'armée nationale, les plus hautes autorités prendront les dispositions pour ça. Parce qu'un soldat mort pour le Mali, c'est l'ensemble de la nation, quels que soient nos bords politiques, quelles que soient les considérations qui doivent lui rendre hommage. Il est mort pour que nous soyons. Il est mort pour que notre dignité, notre intégrité, notre respectabilité puissent être préservées. Okay. D'accord, nous allons justement tenter de prendre quelques réactions dans cette émission Bioliba Focus qui porte sur la recrudescence des attaques terroristes de ces derniers jours. Donc pour rentrer en direct dans cette émission, le numéro de téléphone s'affiche, le numéro de téléphone s'affiche sur votre écran. Et puis vous pouvez rentrer en direct dans cette émission, poser votre question, faire une contribution, et pour avoir, si peut-être vous avez aussi des témoignages à faire, vous pouvez le faire, l'avis d'un expert sur la question. Nous sommes pour le moment avec notre invité Noussar, membre du CNT, Conseil national. Noussar, membre du Conseil national de transition. Oui, bonsoir. Vous avez des difficultés à prononcer. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Monsieur Mega, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Et vous-même? Oui, ça va. Bonsoir à l'invité. Oui, bonsoir. Bonsoir. Il vous écoute, oui. Bon, je suis quand même un peu touché par ce qui s'est passé ces derniers temps. Oui. Parce que l'armée, c'est notre armée à tous. Tout à fait. Oui. Elle n'appartient à personne d'autre. Bien sûr. Oui. Elle est la propriété de tous les Maliens. Absolument. Et nous avons vécu avec cette armée. Oui. De Kidal, passant par Gao, par Sévaré, tout, nous les côtoyons. Oui. Nous avons passé des années avec eux. Tout à fait. Allô? Oui, on vous suit, oui. J'ai dit que nous avons passé des années avec eux. Ah oui. Et Dieu faisant les choses, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, les gens disent les 5 colonels. Moi, je ne dis pas les 5 colonels. Je dis ceux qui sont à la tête de la transition. Oui. Que ce soit au gouvernement, que ce soit au CNT. Oui. Ce sont nos élèves. Hein? Bien sûr. Ah oui. Ok. Je peux le confirmer de 82 Oui. jusqu'à tous ceux qui sont passés par les Britanniques militaires. Oui. Ont été nos élèves. Ok. De la 7e à la 9e. Oui.
Donc, vraiment, nous sommes de cœur avec eux, nous sommes avec eux. Très bien. Et ce que moi je voudrais, Oui. que l'honorable Moussar, Oui. qu'il cultive la cohésion. Bien sûr. Pas d'exclusion. Bien sûr. Okay. Parce qu'il y a des gens qui parlent en leur nom eux. Qui parlent en leur nom eux. Okay. Et qui parlent au nom de l'armée. Alors que l'armée, c'est quelque chose de sacré. Okay. Un militaire, on ne peut pas critiquer un militaire. Mais s'il n'a pas sa tenue, il est au CNT par exemple, il est dans le gouvernement, là, il est critiquable. Qu'on accepte cela. Mais ceux qui sont sur le front, ceux qui sont dans les hiérarchies militaires, vraiment, il faut leur tirer le chapeau. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Je ne suis pas d'accord que les gens se mettent, n'est-ce pas, à dire tout de l'armée, alors qu'ils ne connaissent rien de l'armée. Absolument. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, oui. Voilà, c'est ce que je veux que nous comprenions ça. Oui. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, je ne veux pas m'adresser à lui, parce que nous sommes dans une situation qui n'est pas du tout ça pour le peuple malien. C'est tout le peuple malien qui est touché. Oui, le peuple malien en deuil, oui. Voilà, le Mali est en deuil, nous sommes en deuil. Oui. Que ce soit le crash, que ce soit les attaques, tout ça là, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Merci, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci, Oye, on a reconnu la voix, Oye Al-Walid, qui est un grand téléspectateur de Djoliba TV News, Oye, ancien de Cap, ancien de Cap à Bébara, un fidèle téléspectateur de Djoliba TV News. Nous lui disons bonsoir. 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 Oui, vous êtes en direct. Est-ce que vous pouvez éteindre un peu votre poste radio à côté? Comment allez-vous? Vous pouvez éteindre le volume pour parler. Vous pouvez diminuer le volume. Ok. Je me suis un peu déplacé. Voilà, déplacez-vous pour qu'on puisse mieux vous entendre. Bien. Oui. Kassim Diarra. Abou? Kassim Diarra de Tikaï. Monsieur Diarra. Monsieur Diarra depuis Caille, oui, merci. Bon, d'abord, je salue l'invité. Oui. Ainsi que l'ensemble des techniciens et des journalistes de Djoliba TV News. Oui, bien. Bon, rapidement, j'aimerais poser quelques questions à Moussar. Oui, il vous suit. Je vous écoute. Et quelle est sa lecture par rapport à ce comportement de la population de Sévaré concernant les agents de l'administration? On aura appris sur les réseaux sociaux que certaines parties de la population seraient s'adonner à tabasser des agents de l'administration. Quelle est sa lecture par rapport à ça? Ok. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La population s'est attaquée à des agents de l'administration, c'est ça? Voilà. Et quelle est sa lecture par rapport à cette situation? Voilà, quelle est sa lecture? Ok. Voilà. Ok. Ensuite, deuxième question rapidement. Oui. Et qu'ils nous disent où est-ce que nous sommes maintenant avec l'évolution du dossier sur le fonds de 1234 milliards sur IBK qui ont été en partie détournés. Où en sommes-nous avec ce dossier? Est-ce que le dossier évolue? Ok. Merci. Oui, merci beaucoup Kassim Diarra. Nous allons tenter de prendre une autre réaction dans cette émission. Donc si vous voulez rentrer en direct dans cette émission, vous devez vous éloigner de votre poste pour qu'on puisse avoir une meilleure écoute téléphonique ici dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Djoliba TV. Oui, c'est Djoliba TV, oui. Ok. J'ai une question pour M. Sarr. Oui, allez-y. Je me pose une question comme beaucoup de Maliens aujourd'hui.
le CNT a une place de l'Assemblée nationale, ce qui veut dire qu'il doit être une sorte d'opposition à certains projets. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il adhère à toutes les idées et projets du gouvernement. Oui. Ma question est, est-ce que toutes les idées prises par les autorités sont-elles bonnes? Toutes les idées sont-elles bonnes? Oui. Ok. D'accord. Merci. Oui, nous, Sarah, donc c'était là quelques questions. Je pense que c'est 3 questions. Je voudrais quand même. 3 questions, voilà. Kassim Diarra et puis le dernier. Saluer mon père, l'instituteur. Ah oui, oui, Al-Walid. Je suis fils d'instituteur. Mon père est un instituteur. Oui, Al-Walid, qui est un fidèle téléspectateur. Je voudrais vraiment le saluer pour la pertinence de son point de vue. Oui. Et effectivement, que ce soit les officiers qui sont passés par le Britannique, que ce soit nous autres, nous sommes tous leurs élèves. Et comme il l'a dit, il n'y a pas de place pour l'exclusion. Il n'y a pas de place pour la division aujourd'hui dans notre pays. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, le chef de l'État l'a indiqué, le président du Conseil national, dans tous ses discours, a appelé les Maliens à l'union sacrée. L'union des cœurs, l'union dans l'harmonie et surtout qu'on se mette tous au chevet de notre pays et qu'on puisse propulser notre pays de l'avant. C'est tellement évident que nous sommes condamnés à ne travailler que dans ce sens-là. Maintenant, il y a une question sur... oui, le fond de... la première question là, sur... oui. Quelle est votre lecture par rapport aux agents de l'aménagement? Mon parent de Caille. Je suis de Caille, et mon parent de Caille. Vous savez, moi je n'encourage la violence sous aucune forme. La violence est à prohiber, elle est à condamner, elle est à sanctionner. Les agents de l'aménagement sont des partenaires du Mali jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que les autorités nationales estiment que l'aménagement, sa présence n'est plus nécessaire. Les autorités vont demander son départ officiellement et il y a les canaux pour ça. C'est une mission de maintien de la paix et généralement les missions de maintien de la paix, dès leur conception, ils disposent de ce qu'on appelle le exit stratégie, c'est-à-dire une stratégie de sortie. Et je n'encourage pas la violence, nous n'encourageons pas la violence. Nous demandons aux populations de Mopti de garder leur sérénité, de faire confiance aux autorités et surtout, nous saluons ces populations pour l'élan de solidarité qui a prévalu, pour leur solidarité et surtout l'assistance que ces populations ont apportée, que ce soit à l'armée, que ce soit aux civils blessés ou aux personnes décédées. Donc la violence est à prohiber, la violence est à condamner, la violence n'est pas acceptable sous aucun cieux. Voilà. La deuxième question, je parle de fonds de souveraineté sous IBK, je pense. Est-ce que c'est pas je pense qu'il fait allusion aux 1230 milliards sur la loi de programmation, la LOPM, la loi d'orientation et de programmation militaire. Je crois que le dossier est en instruction au niveau des services de la justice. Il y a des personnes qui sont sous mandat de dépôt, il y a d'autres qui font objet de mandats d'arrêt internationaux. Je crois que le dossier au niveau de la justice et l'instruction suit son cours. Donc, en tant que politique, on n'a pas vocation à nous immixer dans les dossiers pendant devant la justice qui, jusqu'à preuve du contraire, est et reste indépendante. D'accord. Troisième question, voilà, ça c'est dit que vous êtes au CNT, l'organe législatif de la transition, donc pour lui, vous devez jouer un rôle de contre-pouvoir, mais qu'il a comme l'impression que vous applaudissez à toutes les initiatives du gouvernement. C'est quand même pas exact. Il a peut-être manqué de suivre l'épisode de la loi électorale. Le CNT a reçu une loi électorale du gouvernement. Au sortir, le CNT a modifié à 90% cette loi électorale. Ça a même donné lieu à des spéculations entre le CNT et le gouvernement de la part de plusieurs observateurs sur la place. Le CNT n'est pas une caisse de résonance. Nous l'avons prouvé à plusieurs reprises. Le CNT a interpellé le Premier ministre, donc le gouvernement, au moyen d'une question d'actualité. Et de mémoire d'homme, je n'ai pas souvenance d'actions similaires sous une transition. Le Mali en a connu 3.
Okay. Et voilà, le CNT n'est pas une caisse de résonance. Le CNT, comme nous l'avons toujours indiqué, comme nous continuons à le dire, Oui. est l'épine dorsale de la transition. Je dis, souvenez-vous, c'est le seul organe qui n'a pas tremblé sous ses fondements à l'occasion des événements du 24 mai 2021. Donc, le CNT est aujourd'hui l'épine dorsale de la transition. Le CNT continue à jouer sa partition. Mais ceux qui attendent de voir le CNT agir comme si on était dans un contexte de pouvoir élu et d'opposition parlementaire déclarée, c'est peut-être pas possible parce que nous sommes dans une transition et l'ensemble des organes de la transition constituent le corps de la transition. Il y a forcément, chacun doit jouer son rôle. Il y a forcément des contradictions, comme dans une famille, comme dans un organe de presse. Il y a souvent des contradictions, mais ces contradictions ne doivent en aucun cas remettre en cause l'essentiel qui est de sortir notre pays de cette situation, de ramener la paix, de ramener la sécurité, d'assurer la concorde et de faire en sorte que nos concitoyens puissent vivre en paix comme nous l'aspirons. D'accord. Nous, Sarah, maintenant la question, que faire justement pour lutter efficacement contre le terrorisme, pour arrêter, stopper, c'est-à-dire ces attaques terroristes à répétition. Qu'est-ce qu'il faut faire? La question, est-ce que le taux militaire aujourd'hui peut régler la question? Je ne suis pas un spécialiste militaire, mais ce que je sais, les guerres asymétriques, pour les combattre, le renseignement est l'élément indispensable. Parce que ce sont des gens qui, en petits groupes, infiltrent la population, se fondent dans la population et agissent avec intelligence le plus souvent. Donc, c'est important que nous continuions à mettre la pression sur le plan militaire, mais il est aussi important d'envisager d'autres mécanismes comme le dialogue inter- et intracommunautaire, parce que il y a souvent des équilibres au niveau local qui ont été brisés. Ces équilibres ont fait en sorte que certains ont rejoint. Il y a une réponse économique à apporter. Il faut offrir de nouvelles perspectives aux jeunes de ces localités infestées par les terroristes. Il faut faire en sorte que l'agriculture puisse être ce levier-là, ce levier, comme ça a toujours été dans le monde, que l'agriculture puisse être ce levier de propulsion d'une économie au niveau local pour offrir de nouvelles perspectives à ces jeunes-là. Je donne toujours l'exemple de jeunes, je le dis de mémoire, Togéré Koumé, le petit qui est à Togéré Koumé, qui dépose un engin explosif moyennant 100 000 francs. S'il avait la possibilité d'être manœuvre sur un chantier de construction de BTP ou de route, peut-être qu'il aurait réfléchi 2 fois à aller risquer sa vie ou gagner de l'argent à la sueur de son front. Donc la réponse, comme nous sommes convaincus, comme tous les experts l'indiquent, ne peut pas être que militaire. Il y a une réponse sociale, il y a un mécanisme de dialogue inter- et intracommunautaire, il y a une réponse sur le plan économique qu'il faut forcément apporter. Oui, nous, Sarah, nous allons parler maintenant de cette actualité, de votre actualité. Cette actualité vous concerne directement. Carnet de l'espoir, carnet de l'espoir sur la réalisation le permet. C'est le titre de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Yamana. Carnet de l'espoir, le carnet de l'espoir, le carnet de l'espoir, c'est le livre de notre invité Noussar qui vient de paraître aux éditions Yamana. Rapidement, Noussar, de quoi vous parlez dans ce livre? C'est un essai qui exprime un certain nombre de positions politiques sur des questions essentielles et des questions existentielles même pour le pays. Sur la question sécuritaire, j'exprime mes idées politiques. Sur la question de l'éducation, j'exprime encore mes idées politiques. Sur la question de l'économie, nous prenons position. Sur les relations diplomatiques, nous exprimons notre point de vue. En tout cas, nous abordons ces sujets-là avec notre loupe, notre style et surtout notre détermination à faire prévaloir ces idées-là. Je ne dis pas que ce sont les idées qui sont les plus bonnes du monde, mais en tout cas, un homme politique
n'a pas vocation à garder ses idées pour lui, il a vocation à les mettre sur la place publique, à les partager avec nos concitoyens et à faire en sorte que le maximum de concitoyens adhèrent à ces idées-là, changent ce qui a changé, adaptent ce qui a adapté. Oui. Mais c'est extrêmement important pour un homme politique de s'exprimer, de prendre sa plume et de faire prévaloir. Félicitations à Noussar. Je rappelle là que la dédicace est prévue pour une date ultérieure. Très prochainement, vous serez informé de la... En tout cas, bon vent, félicitations. C'est moi qui vous remercie. Entre la politique et l'écriture, il n'y a qu'un pas. Donc, félicitations. C'est moi qui vous remercie. Donc maintenant, si vous avez un message, votre dernier message aux Maliens. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble du peuple malien, à l'ensemble de nos concitoyens. Les attaques que nous venons de vivre sont peut-être annonciateurs d'autres attaques. Je vous ai dit, lorsque vous acceptez de prendre votre destin en main, d'assumer votre souveraineté, de défendre vos intérêts, vous n'aurez pas que des amis. Vous aurez toujours des gens qui vont vouloir annihiler vos efforts. Je voudrais appeler nos concitoyens au rassemblement, à l'union sacrée. Et surtout, que l'on fasse table rase de toutes, peut-être des erreurs, des incompréhensions, et que l'on se dise aujourd'hui que la nation est à la croisée des chemins. C'est une nation vieille, c'est une grande nation qui a survécu aux péripéties de l'histoire, qui a survécu à des tempêtes et qui aujourd'hui se trouve dans ces difficultés-là. Je suis convaincu que cette nation va se relever, cette nation va surmonter toutes ces épreuves-là et nous arriverons à imposer notre modèle de progrès, notre modèle de développement dans le monde. Ce sont les circonstances, ce sont des épreuves que nous sommes appelés à vivre. Les attaques terroristes, c'est un peu partout dans le monde. Personne n'a pu les déjouer à 100%. La première puissance militaire du monde a connu les attentats les plus sombres en 2001. L'ex-puissance colonisatrice a connu les attentats les plus sombres en 2013. D'autres pays en ont connu. Notre pays en connaît aujourd'hui. Nous continuerons à faire les efforts, à soutenir notre armée, à soutenir les acteurs, les autorités de la transition, à soutenir notre peuple, à soutenir nos concitoyens pour qu'ensemble, dans un climat de sérénité et de confiance, nous puissions faire face à ces défis de l'heure. Nous n'avons pas le choix, nous sommes condamnés à agir et ensemble. Merci beaucoup à Noussar. Nous sommes condamnés à agir et ensemble. Nous sommes là, le dernier mot de notre invité, Noussar, président du FAD, le Front africain pour le développement, membre du CNT, Conseil national de transition, l'auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions Yamana, Le carnet de l'espoir. Merci Noussar. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci.